Nabil Gobrial, vous êtes né à Ismaïlia. Quels sont vos premiers souvenirs de jeunesse? Voilà. Alors, on commençait à sentir, disons, à l'âge de 3 ans, 4 ans. Et 3 ans, je ne me rappelle pas vraiment grand chose. 4 ans, c'est là où j'ai commencé vraiment fixer quelque chose dans ma mémoire. Parce que mon père, il a commencé à travailler au canal de Suez à 55, mais c'était à Port Saïd. Alors, comme il venait travailler, alors il est parti seul. Et dès que s'est installé, il a appelé la famille, y compris moi là-dedans, de déménager à Port Saïd. Déménager à Port Saïd, c'était, je ne me rappelle pas exactement, mais c'était au début de 56. Il était encore le canal de Suez, compagnie française. Mon père a travaillé une année avant. Et là, top, il y a quelque chose vraiment qui reste dans la mémoire, c'est la guerre de 56. Ça, je me rappelle de trucs. Vous étiez à Port Saïd. J'étais à Port Saïd. Et ça, je me rappelle bien les Anglais et les Français. Les voisins, c'était des Français, c'était des Égyptiens? Non, c'était des Égyptiens. Parce qu'il faut dire, quand même, moi je suis de famille en dessous du moyen. C'est là où j'habite. Ce n'est pas le Français qui travaille au canal de Suez, des trucs comme ça qui habitent là. C'est quand même des Égyptiens, des moyens, sous-moyens. Sous-moyens. Les autres membres de communauté, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Port Saïd, il y a le quartier qu'on appelle le Frang. Et le Frang, ça veut dire le quartier des étrangers. Moi et ma famille, il habitait dans ce quartier-là, mais au bord du quartier. Dans le quartier, si vous voulez, arabe, ou le quartier égyptien. Je préfère dire égyptien, parce que bon, c'est... Et je ne peux pas dire qu'il y a des Français qui habitaient à côté de nous. Par contre, il y a eu des Grecs, plein de Grecs dans ce quartier-là. Comme les Grecs, ils étaient quand même de classe en dessous moyen, qui travaillaient dans plein de métiers qui ne sont pas très de classe, si on veut dire. Vous vous rencontriez à l'école? Vous savez, moi je parle à mon âge de 4 ans. Parce que tout de suite après, il y a la guerre. Restons à 4 ans. Quelles sont les impressions que vous aviez? Vous étiez bien? Vous étiez perdu? On était content parce que justement, ma mère, elle était bien contente que mon père a trouvé ce travail-là parce qu'il venait travailler dans ce travail-là. Il gagnait bien par rapport aux classes moyennes, en dessous moyen. Alors, ma mère, elle était bien contente. Après, pendant ces temps-là, elle était jeune, ma mère. Vous étiez combien d'enfants? Quand j'ai eu 4 ans ou après? La famille en général? Oui, oui. Moi, j'ai 5 frères et sœurs. Mais il y en a qui sont morts. Et moi, je suis le 6e, mais je suis au milieu. Vous aviez des cousins? Vous aviez des parents? Oh là, il y en a plein. Mais ils n'étaient pas pour Saïd. Mais pas beaucoup. Pour les vacances, où alliez-vous? Eh bien, on va chez la mère et le père maternel qui sont d'Ismaïlia, justement. Alors, on ne sort pas des canals de Suez. C'était au Port Saïd, au Ismaïlia. Vous alliez à la plage? Oui, bien sûr. Bon, on n'habitait pas très loin des plages. La plage des enfants? Des enfants?
il y a une plage qui s'appelle la plage des enfants à Ouais, Ismaïlia. bon, on l'appelle aide d'enfant. Oui, elle s'appelle toujours comme Non, c'était pour le riche. ça. Ah, voilà. Parlez-nous de ça, la coupure entre les différentes classes sociales. Bon, quand je dis elle était pour les riches, c'est pas signifie que les Égyptiens ils peuvent pas. Les Égyptiens ils peuvent, mais le plage d'enfants, et on appelle d'enfants, hein. On l'appelle pas des enfants, on appelle la plage d'enfants. Et c'était sur le lac hein, à Ismaïlia. C'était pour les employés, mais pas pour les ouvriers. Les ouvriers, ils ont un autre plage. Et mon père, il n'était pas membre, parce que comme on était à Port Saïd. En plus, mon père, c'est peut-être, c'était pas hein, son culture. Hein. Il n'a jamais fait en participation ou des trucs comme ça, comme on était à Port Saïd tout le temps. Alors, votre père, quel était son métier? Un petit paysan au plein de sud d'Égypte. Après, il a quitté l'Égypte, il a quitté le... Saïd, quel était son métier? Mais je vais vous dire, il a Il gagnait quitté... sa vie comment? Pardon? Comment gagnait-il sa vie? Dans quel, Bon, je vais vous dire. dans le commerce, Mais je vais vous dire exactement. Il était un paysan dans sa famille au sud d'Égypte, près de Sohag. Il a migré parce que la ville était très pauvre là. Et il a migré à l'âge de 20 ans pour trouver certains membres de sa famille à Ismaïlia pour travailler dans le camp des Anglais. Et là, on parle des années 40. On parle des années 40. Après, il a travaillé là, je crois qu'à l'âge de 22 ou 23 ans. Et il s'est marié avec la fille de ses parenthèses, qui est ma mère. C'était une fille de 15-16 ans. Et là, ils ont resté à Ismaïlia. Ils ont passé toute la période de Deuxième Guerre, continué à travailler avec le camp anglais, mon père. Et après, il y a eu le mouvement de résistance qui a chantagé tous les Égyptiens qui travaillent au camp. Alors mon père, il a quitté le camp, et ça c'était dans la fin des années 40. Et après, il a travaillé pour le gouvernement, mais il n'était pas content. Alors il a parlé avec son frère, mon oncle. Et mon oncle, il était un prêtre catholique qui a eu des liens avec les jésuites. Et lui, elle était l'intermédiaire pour trouver du travail à mon père au canal de Suez, à Port Saïd. Et là, il a quitté le travail de gouvernement. Il a commencé, je crois qu'à 54. Là, j'ai eu 2 ans. Hein. Moi, je suis né en 52. Et là, il commençait à travailler au canal de Suez 52. Voilà. Pardon, 54. Voilà. Il était à Port Saïd ou à Port Fouad? Non, Port Saïd. Elle était tout le temps, vous savez, hein, le grand building traditionnel de canal de Suez, là, avec le 3. Eh bien, il travaillait là. Ah, voilà. Tout le temps. Il a jusqu'à sa retraite. Hein. Depuis 54. Après, il est parti à la retraite dans les années 70. Hein. Et est-ce que la vie a changé entre 1956 et après? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ce sont les mêmes personnes qui ont continué à travailler. Vous parlez de la vie sociale? De tous les jours, oui. Mais ça, vous allez trouver toutes les Port-Saïdiens, ils vont vous dire ça, que ça a changé, je ne vais pas dire petit à petit, mais vraiment rapide en plus. On parle de la période
des années 50 jusqu'à 67. Là où on a tout le monde, ils ont dû quitter Port Saïd. Évacué. Cette période-là, on vit encore dans la culture de la période avant. C'était la nationalisation, il y a eu un événement principal quand même, hein, qui a changé un peu dans le début des années 60. Mais on vit encore dans la culture, c'est-à-dire la vie sociale des étrangers, comme il y a eu encore, pour Saïd, il y a eu des Grecs, d'Italiens, Autrichiens. C'était une ville cosmopolitaine, hein, Port Saïd. En plus, bien sûr, le français. C'est le parti principal, hein, des étrangers. Mais 56-57, plus que 50%, peut-être 60%, ils sont quittés. Mais les pauvres, ils ont resté, comme surtout les Grecs. Les Grecs, ils étaient plus prêts aux Égyptiens que d'autres étrangers. Et ça, c'est très important. Ben, là, je sors un peu de sujet. Si, non. Je continue? D'accord. Ça, c'est... On gardait un grand souvenir du Caire. Voilà, ça, c'est très important historiquement. Donc, ils étaient plus proches des Égyptiens que des étrangers. Exactement. Et ça, c'est pas nouveau. C'est quand on parle de l'Antiquité, la période d'occupation grecque, elle était beaucoup plus sociale avec les Égyptiens que la période romaine. Parce que les Grecs, quand ils sont arrivés avec Alexandre le Grand et tout ça, et tout de suite, ils sont mis dans le culte, dans la vie sociale égyptienne, et c'est pourquoi qu'il n'y a pas eu trop de difficultés entre l'Égypte pharaonique. Il y a même, on a mis Alexandre le Grand comme un pharaon, pas en vrai, mais on l'a mis. Il arrive à s'adapter beaucoup plus avec les Égyptiens que le plus occident. On fera un autre enregistrement sur vos connaissances de l'époque pharaonique et grecque. Là, ce qu'on voudrait... Non, mais je veux dire, ça restait. Voilà. Et quand ils sont arrivés, tous les... Ben, je parle maintenant de 50, de 56. Quand avez-vous quitté le... Ben, je vous parle de cette période-là. Tous les étrangers, la plupart, ils sont partis. Les seuls qui sont restés, bon, il y en a aussi qui sont partis, mais les seuls qui sont restés le plus, c'était les Grecs. Ils ont resté jusqu'à les années 60. Ils ont même resté, à certaines périodes, jusqu'à le départ total de les habitants de Port Saïd à cause de la guerre de 67. Ils ont même leur grand établissement à 50 mètres de chez moi, là où j'habitais. Et là, on va, c'était une grande école avec une grande, très belle église orthodoxe. Et là, il y a une école avec de grands, comment on dit, pistes de basketball et tout ça. Il organise même le tournoi de basketball avec les écoles gouvernementales qui savent pas ça. Et ils étaient contents. Quelles étaient les écoles où votre famille allait, vos frères et sœurs? Une école gouvernementale, une école religieuse? Moi, j'ai commencé personnellement, ben justement, et mes frères et sœurs, c'était pareil. Hein. On a commencé tous par l'école religieuse. C'était école catholique, parce que comme je suis d'origine catholique. Et même pour les sœurs. J'ai 2 sœurs qui ont commencé dans le même. Après, à cause de certains problèmes, de conflits entre mon père, après il y a comme ça, avec les sœurs ou le frère qui dirige l'école. Alors moi, personnellement, à l'âge de 11-12 ans, j'ai quitté l'école religieuse et je suis allé dans l'école gouvernementale.
Là, l'école religieuse, là où j'étais avant, c'était le Sainte-Marie. Moi, j'étais à l'école Sainte, c'est une école jésuite, hein, et je crois. Alors l'école gouvernementale, jusqu'à présent, on ne nous en a pas beaucoup parlé. C'était très différent, il y avait du monde, qui y allait? Tout le monde. C'était l'école gouvernementale, surtout, elle était gratuite. L'école religieuse, il ne prenait pas grand-chose quand même hein, de mon père, mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, j'ai eu un conflit, moi, avec le dirigeant de ce genre d'école. Ça n'empêche pas que j'ai dû retourner à l'école religieuse, dans l'école secondaire. Et là, je suis resté 1 ou 2 ans, et après, je suis pas... Après, il y a eu la guerre, de 67. Après, j'ai pris mon bac à El Fayoum. C'était 70, 71. C'est là où j'ai pris mon bac. Mais c'était après la migration de la guerre de 67. Quand vous avez migré, comme vous dites, vous êtes allé dans de la famille, chez des gens, vous avez été relogé. Comment ça s'est passé C'était des voisins. Quand toute la population a été évacuée de Port Saïd, oui. Comment avez-vous fait pour trouver un point de chute? C'est le gouvernement. Ah non, je vous dire franchement, pendant cette période. Chez des amis je vous dire. Il y a eu plusieurs systèmes parce que le gouvernement, c'était un programme de gouvernement. Alors, il fait loger les gens, ou les gens qui veulent être libres, ils leur donnent l'argent pour habiter dans à leur façon. Alors, la nôtre, elle était comme ça. C'est-à-dire, on n'a pas voulu aller dans le camp de l'école ou des trucs comme ça pour habiter là. On a préféré de prendre l'argent et chercher de local. Et là, c'est la première pas qu'on a fait, c'était dans le delta, près de Mansoura. Mais là, on n'a pas resté. Il faut dire que c'était une période pour moi très très noire. Hein. J'ai pas aimé du tout. Je porte de très très mauvais souvenirs de cette période-là. De quitter ma ville d'enfance, c'était très dur. Parce que j'ai adoré Port Saïd. C'est ça que les livres d'histoire ne disent pas, c'est la douleur des événements. Enfin, en plus, vous savez... Peut-il vivre un tel bouleversement? Comment Comment un enfant, à cette époque-là... J'étais pas un enfant, hein, j'étais... à cette période-là, j'ai eu 16-17 ans. Hein. Un jeune, alors. Voilà, oui. Être adolescent pendant la guerre. Il faut le dire, quelque chose de très important. Les Port-Saïdiens, ils le reconnaissent bien, que leur ville, c'est en Égypte, mais c'est à part de l'Égypte. C'est l'Occident. C'est une autre culture. C'est pas joli, mais il faut le dire. Mais ils étaient quand même... Le Port Saïdien, ils étaient racistes, un peu contre le paysan qui vient migrer à Port Saïd pour travailler. Mais c'est aussi pour leur façon déranger. Alors, le fait maintenant que vous dites aux gens de Port Saïd qui étaient ici, allez chez les autres là, que eux, ils le considèrent plus bas. Et c'était choquant pour eux. Bon, c'était pas vraiment mon regard, mais ça c'est le regard général. Mon regard c'était, j'étais trop attaché à Port Saïd, à mes souvenirs, et je voulais rester. Et je sais que la campagne, là où on va, c'est pas vraiment mon atmosphère. Et là, c'était dur, hein. Très dur. Après, la façon d'immigrer, c'était très sauvage. Il faut quitter, faire des camions, ramasser toutes les choses dans la maison, quitter la maison pour certaines périodes. Sinon, vous êtes condamné. Alors, c'était dur.
Je n'ai pas aimé. Votre mère, comment l'a-t-elle vécu? Avec la tristesse, hein. Tout, nous tous. Mais ma mère, bien sûr, hein, il a un autre regard qui est la mienne. Vous avez gardé des photographies de cette époque, des souvenirs? Non. C'était pas facile à faire la photographie. Vous n'avez pas emporté, Surtout. vous n'avez pas emporté la clé de votre maison? Ah, attention, mon père, par ordre militaire, il a dû rester. C'est nous qui est parti. Alors mon père, il a toujours gardé la clé. On a gardé toujours l'appartement. Parce que son poste au canal des Suez, c'était un poste quand même pour l'autorité, c'est stratégique. Il faut que des employés, à certains, ils restent au canal des Suez. Et compris, bien sûr, mon père. Alors il a resté. Mais il prenait, c'est-à-dire il fait, disons, 2-3 semaines de travail, après il prend 2-3 semaines de vacances, alors il vient nous rejoindre. Et il n'a pas gardé des souvenirs du canal? Mon père? Oui, des carnets, des photos, Eh bien, pendant cette période-là, le canal de Suez a été fermé. Hein. des uniformes, oui. Ah, vous voulez dire que là où pendant qu'il travaillait, avant 67, parce que 67 c'est fini. Oui. Le canal de Suez est bouché. Jusqu'à 75 ans. Au moins un petit dizaine d'années. Elle était bouchée par les bateaux qu'on l'a fait coller. Il est resté quand même à Port Saïd. Il restait. C'était un ordre militaire. Alors il a resté jusqu'à le retour. Alors lui, comme vous avez fait votre service militaire? Comme... Est-ce que vous avez été militaire? Ah, le service militaire que j'ai fait moi? Oui. Moi, c'était beaucoup plus tard parce que j'étais un étudiant dans l'école d'ingénieur. Alors ça fait tarder. Alors j'ai fait le service militaire après les 2 guerres. Donc vous n'avez pas été... Non. Pendant cette période-là, non. J'étais étudiant. Et vous n'êtes plus revenu à Port Saïd après? Vous avez Si. quitté le canal. On est revenu, Alors comment cela s'est-il passé quand même? justement, on est revenu quand Sadat a commencé à faire le traité de paix, de la paix, et un bon parti qui sont retournés. Moi, je suis retourné, mais pas trop, parce que mon école, elle était ici, au Caire. Alors, en plus, il faut le dire, bon, j'ai quitté l'école d'ingénieur parce que je m'intéressais beaucoup plus au voyage. Et justement, qui a bouleversé tout, mon premier voyage pour la France, quand j'étais étudiant à l'école d'ingénieur, au 72. J'ai eu 20 ans. Et là, j'étais trop bouleversé par les 2 cultures. Alors, j'ai continué un peu dans l'école, mais j'ai tardé trop dans mes voyages. Alors, on m'a foutu dehors. Voilà. Alors, c'est là que ça commence une longue d'histoire avec, si on veut dire, entre guillemets, la Bible voyageur. À partir de 72. Vous pensez que ça vient de la culture cosmopolite de Port Saïd? Exactement. C'est exactement. Parce que le fait qu'on a migré, quitté Port Saïd, qui pour moi, et comme je vous ai dit, tous les Port Saïdiens, je suis sûr que je peux dire à parler à ça à René, qui peut, comme il a vécu là-bas, ils savent les Port Saïdiens d'origine, comment ils parlent, et les Port Saïdiens qui sont arrivés. Toujours, ils vivent avec leurs souvenirs et souvenirs de Port Saïd occidental. C'est très important. Port Saïd occidental. Je ne parle pas seulement d'architecture, c'est très important, mais social. Ils étaient complètement différents à leur manière de vie que le voisin de Domiat. Domiat, presque, c'est une ville avec des frontières avec Port Saïd.
pendant cette période-là. Et c'est pourquoi les Pour-Saïdiens, toujours, ils sont fiers, ils se trouvent un peu plus de niveau haut que les gens de Domiat, par exemple. Les gens de Domiat, pour eux, c'est des paysans. Bon, je parle de eux, mais le fait, moi, bien sûr, moi j'étais jeune quand je vois tout ça, mais le fait que je me mis dans le voyage, avoir la culture de voyage, tous ces points de vue, ça a changé. On ne voit pas les choses comme ça. On voit autrement. Et vous vous souvenez des chansons qu'on chantait à votre époque? Des chansons? Les chansons ou les chanteurs, ou les artistes Ben, c'était le Semsemeya, là. Le Semsemeya. Alors, le Semsemeya, c'était rigolo. Vous l'avez entendu? C'est une Bien sûr, dans les cafés. Tous les cafés, pendant certaines périodes, deux périodes très importantes, c'est Noël, c'est très important, pour Saïd, mais Ramadan aussi. Alors, tous les cafés, tous les gens, ils sortent, et ils font le Semsemeya, tout ça, mais ils font aussi quelque chose, à mon avis, qui s'est interdit maintenant, c'est le tombola. Parce que c'était des jeux d'argent. Alors là, c'était autour de moi, il y a 3 ou 4 cafés. Chaque jour, ils font le tombola. Ben, vous voyez, le culture. Mais c'était tout à fait normal. On jouait le tombola. C'est la culture méditerranéenne, c'est le loto à Marseille. Et tout ça. Exactement. Les cafés, qui allait au café? Tout le monde. Si vous parlez des étrangers, c'était les Grecs aussi, comme ils sont trop mélangés, beaucoup plus mélangés avec les Égyptiens que d'autres. Parce qu'il faut dire que c'était quand même des cafés, comme le disent les Égyptiens, café baladi. Bien sûr, c'est pas comme les cafés baladi au Delta, c'est quand même plus organisé, plus propre. Mais même ils vont à Genola, ils vont dans la rue. Genola, c'est une pâtisserie. Oui, mais c'était un cafétéria. Ouais. Un grand cafétéria, le plus connu cafétéria. Tout le monde y allait ou c'était pas... Non, c'était quand même pour les riches. C'était pour les riches. Genola. C'est comme nom de café. Genola, c'était... ça, c'est maintenant de culture que je... Famille italienne? Non, Suisse. Suisse, c'est vrai. Genola, c'était un monsieur pâtissier qui est venu en Égypte pendant la grande période d'ouverture du canal de Suez, là où il y a eu l'Égypte de trop de mouvements. Je crois que fin 19e, début 20e siècle. Après, il s'est installé là, à Port Saïd. Après, il a fait son magasin pâtissier, boulangerie, mais aussi un cafétéria. Pas cafétéria, c'est ce qu'on appelle comme café shop le matin pour le petit déjeuner, des trucs comme ça. Là. Après, ça restait. Et qui allait? Est-ce que les femmes y allaient dans ces cafés? Bien sûr. Et c'était le quai de... Parce que là, vous savez, à l'architecture de cette zone de Port Saïd, vous avez le grand trottoir. Et les gens, ils vont là pour regarder les bonnes femmes, bien sûr. Là, qui restent là. Et c'était des étrangers et des Égyptiens. Alors, la Semsemeya, c'est un chant égyptien, c'est un genre... d'où vient cette musique? Parce qu'elle est très... Le Semsemeya... Les instruments de musique ne sont pas des instruments habituels. C'est des mélanges. Moi, je ne veux pas parler trop de ça parce que je n'ai pas trop d'informations, mais je sais que c'est des mélanges. Parce que c'est vos souvenirs à vous. Oui, c'est des mélanges entre la culture égyptienne et les cultures grecques. Parce qu'il y a un instrument grec qui ressemble à ça et il ressemble aussi à la même mélodie. C'est ce que j'ai marqué. C'est comme... ça ressemble un peu... Comment s'appelle le fameux danse là qui font le grec
Le sirtaki. Hein? Le sirtaki. Voilà. Ils le font, La guitare. les Égyptiens avec... pas les Égyptiens, je préfère dire le porsaïdien. Non, parce que les Égyptiens, à 30 ou 40 kilomètres, ils ne savent rien du tout de tout ce que je parle. Est-ce que vous alliez sur les guinguettes de Port-Fouad? Port-Fouad, c'était, pendant que j'étais là, tout petit village. Maintenant, c'est une grande ville. Mais Il y a Port-Fouad, une grande plage à Port-Fouad. il y a eu de canal de Suez, justement aussi, appartient du canal de Suez. Il y a eu les maisons des employés du canal de Suez, qui restent encore. Mais c'était vraiment le bord. C'était, si on le parle d'un cercle, c'est même pas plus que 2 kilomètres de diamètre pour Fouad. Pour Fouad, c'était un village. C'est depuis la mer jusqu'à le point le plus sud de Port Fouad, comme zone habitant, c'est même pas 2 kilomètres. À 1 kilomètre en plus. Est-ce que les gens de Port-Fouad se considéraient comme étant de Port Saïd? Bien sûr, parce qu'il y a eu des liens réguliers. Et grâce à la compagnie Canal de Suez, je parle autant privé, même autant de nationalisme, ils ont lié les deux avec un pack qui est là où vous payez 1 centime pour traverser. Et si vous l'engueulez un peu, il vous laisse passer gratuitement. Voilà. Alors c'était presque ce bac-là comme un boulevard. Et en plus, il peut porter des voitures. Il y a eu le système pour les passagers. Au milieu, il y a un passage qui est là, les voitures où ils passent. Alors il y a eu des liens en permanent entre Port Saïd et Port Fouad. Non, ce n'était pas une zone très isolée. Nabil Ghobrial, le temps passe et on a insisté sur votre jeunesse. Vous avez parlé de la mémoire et des regrets, de la nostalgie. Est-ce que vous croyez que cette jeunesse dramatique que vous avez eue a influencé sur votre vie actuelle d'antiquaire ou même d'archéologue? Non, parce que vous dites dramatique. Moi, je ne suis pas pessimiste. Moi, je suis content avec tout ce que j'ai passé comme on dit, de triste et de bon, parce que ça me fait comment on dit, être riche d'expérience. Je suis fier avec tout ce que j'ai passé comme période bas et comme période haute. On dit que les Égyptiens n'ont pas le sens du patrimoine. D'où vient votre sens du patrimoine? On le dit, mais c'est pas vrai. N'empêche que, voilà, comment... Vous êtes quand même quelqu'un de très atypique. Moi, je crois que c'est un problème politique actuel, à mon avis. Parce qu'il y en a qui sont, bien sûr, jaloux, ou pour certains, raisons politiques, surtout dans l'idéologie de religion. Je parle généralement, mais spécifiquement sur l'islam. Et ils refusent cet sens de patrimoine. En plus, il y en a qui le poussent parce que, comme je vous ai dit, question de jalousie ou d'intérêt. Et c'est pourquoi qu'on a certaines vagues, par exemple, de culte, qui veut détruire l'archéologie.
Il faut dire aussi que, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai au plan d'activités archéologiques, parce que je suis membre dans une association Oui, ça c'est pour la sauvegarde. bien connu. Certains ne vous connaissent que par ce côté-là. Voilà, pour la sauvegarde de Ramicium, là où il y a Christian Leblanc est président. Et ça, je le fais avec toute fierté. Hein. Je suis content de faire ça. Avez-vous trouvé le bonheur? Ah, oula. C'est question psychologique, ça. C'est un peu la conclusion de notre... Non, c'est la vie privée, c'est... Je dis toujours, bon, je le dis d'abord à moi, hein, il faut être satisfait avec tout ce qu'on a. Comme ça baisse la jalousie vis-à-vis aux autres, c'est-à-dire ça baisse la haine. En troisième degré, ça baisse la guerre. Parce que je crois que la guerre, il devient par ces trois pas. Jalousie, haine, guerre. Vous nous avez donné un témoignage bouleversant et très intéressant. Merci beaucoup.